Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge, Challenge partenaire de la Tomcat Factory où nous sommes aujourd'hui pour parler du travail de demain, Future of Work. C'est le thème de cette table ronde. Nous allons discuter à présent avec des startups, ce qu'on appelle dans le jargon des RH Tech. C'est un secteur qui s'est très vite développé en France. Je vous présente Elodie de Peoplein. Donc là, on est dans le recrutement. Victor de Comet Meeting. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle encore Comet Meeting. Comet tout court, Comet Meeting. Toujours Comet Meeting. Donc, qui organise des meetings, donc effectivement du séminaire dans des lieux très prestigieux à Paris. Mais aussi une activité, il va nous en reparler, de service en organisation du travail, ou plutôt, on va voir ça en réorganisation du travail, parce que là, on est au cœur de l'actualité. Et ensuite, Virgile, qui a une start-up qui s'appelle Figures. Et là, on est plus dans le troisième aspect passionnant, qui est celui des rémunérations. Et on va voir aussi comment tout bouge partout, en fait, dans le monde du travail. Alors peut-être on commence avec vous, Elodie, sur le recrutement. Alors, quand est-ce que vous avez créé votre start-up et comment ça a accéléré ou ça a pivoté là ces derniers temps, on va dire depuis, comme ça par hasard, depuis le 11 mars 2020. Bonjour, donc j'ai créé Peoplein il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Le principe, c'est effectivement de mettre à disposition des entreprises des tests de compétences pour présélectionner les candidats sur des compétences réelles plutôt que sur un CV. Alors, comment ça a évolué? Alors, ça a été à double tranchant, c'est-à-dire qu'en mars, clairement, sur la partie du recrutement pur, il y a eu quand même un stop, il y a eu une frayeur de la part des entreprises. L'innovation dans la HR Tech a été un peu arrêtée, stoppée, pour reprendre de plus belle en septembre, en tout cas de mon point de vue. Je n'ai pas la vision de toute la HR Tech, mais de mon point de vue, ça a vraiment repris en septembre, puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'entreprises qui se demandent comment faire pour évaluer les soft skills, pour prendre en compte ces spécificités dans le cadre du recrutement. Victor, alors, qu'est-ce qui se passe le 11 mars 2020 et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre start-up? Et on va aussi parler je pense que votre start-up, elle a un peu évolué et ça va nous amener sur l'organisation du travail. Bon, l'année 2020 a été un chamboulement pour tout le monde et très clairement, ça a été une vraie révolution dans le monde du bureau, étant donné qu'on a vécu une accélération de tendances qui était présente depuis des dizaines d'années et que concrètement, il y a une question qu'on est aujourd'hui en droit de se poser qui est de savoir si demain, en tant qu'entreprise, on souhaite ou non avoir des bureaux. Et le vrai changement de l'année 2020, c'est qu'on a le droit de se poser cette question et que concrètement, en tant qu'entreprise, on peut décider d'opter pour un modèle ou pour un autre, avec 2 extrêmes. Je décide en tant qu'entreprise de garder des bureaux et de faire venir mes équipes, de leur demander de revenir, naturellement dans un monde post-Covid, 4 à 5 jours par semaine au bureau. Ou de l'autre côté, les entreprises qui vont décider plutôt de réduire ou de faire disparaître leurs bureaux et d'être en full remote. Et avec 2 grands problèmes, 2 grandes questions qui vont se poser et qui à chaque fois vont dessiner les contours d'une relation collaborateur-entreprise. Si je garde des bureaux et si je souhaite que mes équipes reviennent quotidiennement ou quasi quotidiennement dedans, alors il faudra en faire un vrai lieu d'attraction, un vrai lieu de destination en expliquant pourquoi il y a plus que lorsqu'on télétravaille dans son salon ou dans sa baignoire. Et à côté de ça, pour des entreprises qui décideront de ne plus avoir de bureaux, eh bien, comment réussir à garder le lien qui fait le ciment de nos entreprises et comment malgré tout réussir à conserver une capacité d'innovation. Parce que la production, on la fait très bien seule chez soi parce qu'on n'est pas dérangé. Et à côté de ça, la collaboration et le renforcement du lien, on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce à quoi nous répondons, avec des réseaux de lieux qui sont destinés aux réunions pour les équipes qui ont besoin de se revoir et de collaborer une fois de temps en temps. On pense qu'on fait tous trop de réunions, donc comment faire moins mais mieux. Et de l'autre côté, une activité qu'on appelle Hospitality by Comet, qui vise de dire comment faire des bureaux un vrai lieu de destination en amenant la flexibilité, en faisant entrer le coworking et les salles de réunion flexibles dans des bureaux et en amenant une vraie expérience pour le collaborateur qui est devenu un vrai client en 2020. Virgile, alors du côté des rémunérations et vous de votre projet, qu'est-ce que ça a changé? Comment est-ce que vous avez vécu cette année un peu terrible?
Je pense que quelque chose qui a changé, comme Victor le mentionnait, c'est une nouvelle organisation du travail. De plus en plus d'employés en télétravail. Et le télétravail, ça ne marche que s'il y a de la confiance, que s'il y a de la responsabilisation des employés qui sont en télétravail. Et la confiance, ça marche dans les deux sens. Donc je crois que c'est l'entreprise qui doit faire confiance à ses salariés. Mais en échange, les salariés sont en mesure d'exiger la même part de confiance envers leur entreprise. Une des manières d'obtenir cette confiance, je crois, c'est la transparence. C'est-à-dire de changer un peu ce paradigme dans lequel les employeurs ont l'intégralité de l'information et les employés n'en ont aucune. Et un des secteurs les plus touchés par ce manque de transparence, historiquement, c'est celui des salaires. Donc il y a de plus en plus d'entreprises. C'est sûr. Alors, transparence sur les salaires, c'est ça l'avenir ? Alors, on tend vers la transparence sur les salaires. Il y a de la transparence intégrale, c'est-à-dire des entreprises de plus en plus qui tendent vers on partage nos salaires en interne. Mais pourquoi ? C'est pour générer cette confiance, pour dire on a peu de choses à vous cacher, on est dans le même bateau, on est dans la même aventure collective, qui est une façon de garder ce lien employeur-employé, de casser un peu cette relation hiérarchique. Donc tendre vers la transparence, ça ne veut pas dire forcément aller vers les salaires transparents, même si c'est un des moyens de le faire. Et avant d'avoir de la transparence dans les salaires, il faut avoir une certaine forme de structure dans sa manière de gérer les salaires avant de pouvoir être transparent. Et alors vous, qu'est-ce que vous proposez comme service aux entreprises justement ? Alors moi, je propose une première chose qui est d'être la source de vérité unique sur les salaires réellement pratiqués sur le marché. Parce qu'un des vrais problèmes, c'est que le salaire, quand on n'a aucune source de vérité, ça devient une source de négociation. Ça devient la négociation candidat-employeur et employé-employeur. Et un des principaux impacts qu'il y a de cette négociation, c'est de la création d'inégalités énormes salariales, et notamment des inégalités salariales hommes-femmes, qui sont générées à l'embauche, parce qu'il a été prouvé que en moyenne, les hommes c'est de la négocient data plus. un peu sectorielle ou dans l'univers concurrentiel. Ouais. Exact, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est juste du conseil sur comment structurer ces outils de rémunération pour être plus égalitaires. Et comment, une fois qu'on a un peu plus structuré ces outils de rémunération, on peut tendre vers de la transparence qui va générer de la confiance sur un domaine qui est souvent une boîte noire pour l'intégralité des employés. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question compliquée. C'est que, bon, un jour, on va sortir de cette situation, hein, on l'espère tous, et on va avoir une sorte de nouvelle normalité, en fait. Hein, donc, on aura traversé cette crise et on va sortir, je ne sais pas dans quel état, mais on va dire qu'un jour, ça va se normaliser. Et y compris le marché du travail. Alors moi, je voulais savoir, Élodie, quelle était votre conviction profonde, à quoi va ressembler la façon de recruter, on va dire, allez, en 2022, si on est optimiste, comment est-ce que vous voyez les choses et qu'est-ce que cette période aura changé par rapport à ça ? Alors, c'est question simple. Non, mais de mon point de vue, en 2022 et même avant, je pense, effectivement, les entreprises elles vont de plus en plus se diriger vers des profils qui sont des profils qu'on peut appeler parfois atypiques, mais qui sont de plus en plus courants aujourd'hui. C'est-à-dire des candidats ou tout simplement des salariés qui ont des multiples expériences. Pourquoi ? Parce que ce qu'a fait aussi le Covid et ce qu'aura pu accélérer le Covid, c'est la tendance pour les salariés à aller chercher du travail qui a du sens, à aller se remettre en question sur son activité et vraiment avoir d'autres enjeux que tout simplement la sécurité au travail, ce qui pouvait exister avant. Alors ça veut dire par exemple que le contrat durée indéterminée tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce statut de salarié, est-ce que vous pensez qu'il va voler en éclats ? On va travailler beaucoup plus avec des freelances, des auto-entrepreneurs, ce que Muriel Pénicaud appelle des statuts intermédiaires ? Complètement. Alors, c'est pas mort, hein, le CDI, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, il y a des réalités budgétaires derrière, financières, des banques derrière, mais on a une tendance, notamment des jeunes, à se mettre dans des statuts complètement intermittents, que ce soit d'ailleurs dans des boîtes qui permettent de travailler sur plusieurs entreprises à la fois, que ce soit en freelance, que ce soit également en statut même entreprise. Et ça, peu importe effectivement le niveau d'expertise et d'expérience passée. Donc ça, c'est assez impressionnant. On a un chiffre qui est assez parlant, je trouve, qui a été donné récemment dans certains magazines, et qui consiste à dire que 9 personnes sur 10 ont changé de métier, vont changer de métier ou sont en train de changer de métier. Donc aujourd'hui, on ne peut plus... Là aussi, c'est une tendance qui existait bien avant mars 2020. Oui. Ça existait déjà, on parlait déjà de profils atypiques, c'est juste qu'aujourd'hui, le Covid fait que c'est en train de devenir de plus en plus courant et qu'on a même des profils peut-être plus seniors qui ont effectué cette remise en question, là où c'était réservé auparavant à des profils un peu jeunes, un peu en dilettante. Ça c'est plus le cas aujourd'hui. C'est vraiment, ça concerne tout le monde et on peut plus se passer de ces profils. Il faut aller les cibler
Et pour les cibler, il faut, à mon avis, miser sur autre chose que simplement la lecture d'un CV. Victor, je vais vous poser une question qui est un peu la même. Donc, on va dire qu'on se projette un petit peu. Il y a un certain nombre d'habitudes qu'on a pris là ces derniers temps, hein, nous tous qui sommes sur le marché du travail, notamment celle on est assez libéré en fait des réunions et tout ça. On a l'impression que c'est un peu plus léger. On a arrêté les zooms d'ailleurs. Fleuve ont tendance à se réduire parce que c'est très fatigant. Comment est-ce que vous voyez l'organisation en fait dans une grande boîte, l'organisation type? Qu'est-ce que vous recommandez dans cette nouvelle normalité? Est-ce que, bon, alors ça dépend bien sûr des secteurs, mais est-ce qu'il suffit de se retrouver par exemple dans un lieu fixe une fois par semaine et ensuite au télétravail? Quel type de préconisation vous faites? Bon, j'aurais pas la prétention de faire une préconisation pour. Non, mais par exemple, peut-être prendre un exemple précis que vous avez pu faire récemment, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de DRH qui se posent des questions. Je pense que 2 choses très importantes ont été dites par Virgile et Elodie. C'est le besoin, enfin, c'est à quel point la confiance va être importante, va être déterminante dans le modèle de demain, et aussi à quel point il faudra prendre en compte la capacité à emmagasiner cette flexibilité. Concrètement, je pense que demain, ce qu'on a bien réalisé en 2020, c'est que le moment au bureau n'est pas justement pour faire du présentiel. C'est là que la question de la confiance est cruciale. C'est pas juste pour montrer à telle ou telle personne que je suis là et donc que je travaille. Ça doit être un moment d'échange. Et ça doit être un moment d'échange, pas simplement pour blablater à la machine à café, ce qui a son importance pour renforcer le lien et réduire le churn, mais aussi pour créer ensemble. Donc je pense concrètement que le bureau de demain, et d'ailleurs on parle beaucoup de futur du travail, en fait, ça devient le présent du travail. Et ce présent du travail, c'est quoi? C'est un bureau qui a un lieu de réunion. Pas simplement un lieu de réunion à proprement parler, mais un lieu de rassemblement. Effectivement, cette année, on a eu une phase avec énormément de Zoom, avec la fatigue liée aux visioconférences, et on réalise bien qu'il faut faire globalement beaucoup moins de réunions, mais que celle-là soit vraiment utile. Et donc je pense que le bureau de demain, pour répondre à votre question, c'est un bureau où on va quelques jours par semaine pour vraiment se réunir sur des sujets extrêmement concrets et pour recréer un peu le lien. Et le reste du temps, on peut le passer à la maison si la confiance est présente et si les routines managériales ont été mises en place pour faire en sorte qu'on ait la possibilité de s'assurer que tout le monde travaille convenablement. Et ensuite, certaines entreprises décideront, parce qu'elles sont subscale, de ne pas avoir de bureau et de les externaliser complètement, et d'autres créeront des campus, comme on a pu en voir jusqu'à récemment, mais avec beaucoup moins de desks et beaucoup plus de lieux de rassemblement. Merci Victor. Alors sur les rémunérations, on parlait des data tout à l'heure et Muriel Pénicaud dans son intervention nous parlait aussi de l'importance de l'intelligence artificielle. Jusqu'où on peut aller dans l'entreprise de demain, l'entreprise libérée peut-être, où les salaires seront complètement transparents. Et dans la fixation de ces rémunérations, quel va être le rôle, on va dire, des data, des algorithmes? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on ait une sorte de rémunération automatisée en fonction de ses objectifs ou de ce que fait la concurrence? Où est la patte humaine du DRH là-dedans? Alors, je pense qu'il y a 2 façons de répondre à la question. La première, c'est oui, on va dans le sens de l'automatisation et de l'utilisation des data, pour un peu enlever, encore une fois, la part discrétionnaire des salaires, arriver à l'objectiviser. De dire, en fait, un salaire, c'est une compétence sur un marché, c'est un métier. Donc pas de note de gueule, quoi. Et il y en a beaucoup qui tendent vers ça, encore une fois, pour aller vers la transparence. Parce que le but d'un salaire, pour créer cette confiance, et je reviens là-dessus, c'est que tout employeur doit être capable de justifier un salaire pour une personne. Et pour être capable de le faire, c'est de la mise en place de critères un peu automatisés. Donc on tend complètement dans ce sens-là. Néanmoins, je pense qu'il y a une barrière qu'on ne pourra pas franchir. Elodie en parlait. On va avoir de plus en plus, et ça j'en suis convaincu, et on le voit de toute façon, de gens qui ont eu plusieurs vies, qui ont eu plusieurs statuts contractuels, qui sont passés du CDI à l'auto-entrepreneur, revenus vers le CDI, qui ont fait plusieurs métiers. Et ces gens-là, il est impossible d'arriver à les classifier par des critères automatiques. Comment est-ce qu'on valorise des gens qui ont commencé leur carrière dans un métier unique et qui ont complètement changé de carrière? Est-ce qu'on les traite comme des juniors sortis d'école? Est-ce qu'on les traite comme des gens ayant la même expérience? Et ça, je pense que c'est là où les données et là, c'est plus des salariés, c'est des prestataires. Mais même s'ils prennent un contrat salarié, même en intégrant une entreprise dans un contrat salarié, quand on part du principe, du postulat de base qu'on va avoir de plus en plus des expériences pluridisciplinaires et multicontractuelles, de cette manière-là, comment est-ce qu'on arrive automatiquement avec des critères fixes à déterminer un salaire juste? Je pense que là, on arrive à la limite des données et qu'il restera une part un peu, peut-être qu'il y a la touche du DRH, si je veux dire ça, dans la fixation des salaires, clairement.
Alors, je vais vous demander pour conclure un autre petit exercice. C'est peut-être, on est ici dans un incubateur, on a beaucoup de start-upers qui nous regardent. Peut-être une réponse un peu personnelle de votre expérience de ces derniers mois. Si vous aviez un conseil à donner à un dirigeant de très jeune entreprise, après cette expérience-là que vous avez eue, quel enseignement vous en tirez? Quel est le conseil que vous donneriez? Élodie, qu'est-ce qui vous a fait tenir pendant tous ces moments qui ont quand même été pas évidents, j'imagine? Non, oui. Je donnerais comme conseil d'être accompagné, j'ai envie de dire, ou tout simplement d'être capable d'exprimer et d'échanger sur ces problématiques, de ne pas rester seul, en fait, tout simplement parce que ça permet d'avoir un recul sur beaucoup de choses et puis ça permet de tenir dans les moments difficiles. Donc mon premier conseil, c'est de ne rester pas seul et n'ayez pas peur d'en parler. Victor. Réponse courte à une question passionnante. Je dirais que le rôle numéro 1 d'entrepreneur, c'est de savoir comment donner de l'énergie et comment donner un cap. Son rôle, c'est de fixer un cap et d'insuffler l'énergie dans ses équipes, dans ses partenaires à l'externe pour que le momentum puisse être le bon et pour s'adapter suivant le contexte. Et donc je dirais que le conseil numéro 1, c'est de savoir d'où on tire son énergie, qu'est-ce qui nous en donne, qu'est-ce qui nous en sape, pour être en mesure de toujours maximiser cette énergie qu'on va pouvoir donner aux autres et donc de savoir où on veut la mettre, à quel moment et quelle intensité. Virgile, un petit conseil. Alors, il y a deux cartouches qui ont été tirées. J'espère que vous ne vouliez pas dire la même chose. La cartouche de l'énergie de Victor était pas mal, mais je pense que moi, je reviendrai sur la quête de sens dont on parlait. Je pense qu'un des grands révélateurs de la pandémie et des confinements qui ont eu lieu, c'est que ça a mis beaucoup de gens face à leur réalité de, en fait, mon métier, ce que je fais n'a peut-être pas de sens. La raison pour laquelle je le fais n'a peut-être pas de sens. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de changements de carrière actuellement. C'est des gens qui ont été mis face à ces responsabilités-là. Et donc, quand on reprend ce contexte-là, je pense que pour un ou une entrepreneur, d'arriver à générer du sens pour les gens qui vont rejoindre l'aventure de cette start-up, de son entreprise, c'est un élément essentiel maintenant. Les gens sont en quête de ce sens-là, et si on n'arrive pas à générer ce sens-là, et c'est une forme de donner l'énergie, Victor parlait de donner l'énergie, si on n'arrive pas à donner ce sens-là, à l'insuffler à ses équipes, à l'insuffler aux candidats et aux candidates que l'on voit, je pense qu'on risque de perdre face à ses concurrents. Voilà, donc plus que jamais, ceux qui vont s'en sortir et devenir un jour des licornes, ça sera les game changers, et le jeu est en train de bouger très vite en ce moment. Merci à tous les trois. Merci. À bientôt dans une prochaine table ronde Future of Work.